l'actualité ce 7 juillet, dans une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux, l'ancienne première dame ivoirienne Simone Gbagbo a plaidé pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation. En République centrafricaine, l'opposition conteste le comité d'organisation du dialogue républicain. Pour elle, ce comité est déséquilibré. Et puis, une grenade a été détruite ce mardi après avoir été découverte dissimulée près d'une habitation d'un quartier populaire de Béni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et merci de nous retrouver dans cette nouvelle édition. Le Premier ministre haïtien par intérim a annoncé ce mercredi l'assassinat du président Jovenel Moïse par un commando dans la nuit de mardi à mercredi. Vers 1h du matin dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, un groupe d'individus non identifiés dont certains parlaient en espagnol ont attaqué la résidence privée du président de la République et ainsi blessé mortellement le chef de l'État, a annoncé le chef du gouvernement dans un communiqué. Nous reviendrons plus amplement sur cette actualité dans nos prochaines éditions. Pour la première fois depuis le retour de son époux en Côte d'Ivoire le 17 juin dernier, l'ancienne première dame s'est exprimée dans une vidéo mise en ligne sur ses réseaux sociaux. Simone Gbagbo salue ce retour et plaide pour des actes supplémentaires en faveur de la réconciliation. Dans une vidéo d'un peu plus de 6 minutes, l'ex-première dame de la Côte d'Ivoire a évoqué pour la première fois le retour de son époux. Une victoire magnifique, acquise grâce à l'assistance de l'Éternel, dit-elle. Elle remercie Alassane Ouattara pour son accord, puis plaide pour qu'il continue à poser ses actes forts d'apaisement et de réconciliation. C'est-à-dire, selon elle, le retour au pays de Charles Blé Goudé et des derniers exilés, la libération des prisonniers de la crise post-électorale, toujours détenus, et de ceux arrêtés lors de la dernière présidentielle. Simone Gbagbo dit soutenir le rêve d'une nation véritablement réconciliée, développée, modernisée, hors des ethnies, des religions ou des obédiences politiques. Le temps n'est plus aux imprécations, assure-t-elle. Ne donnons donc aucune place à l'amertume, à la rancune, à la douleur, à la déception et à la colère. Tout va bien, conclut celle qui fait face à 2 écueils. La demande de divorce formulée par Laurent Gbagbo 4 jours après son retour au pays, qu'elle n'évoque pas, et la remise en question de son statut de première vice-présidente du FPI, le parti qu'elle a cofondé dans la clandestinité avec son mari en 1982 et au sein duquel elle conserve influence et popularité. En Centrafrique, l'opposition conteste le comité d'organisation du dialogue républicain. Pour elle, ce comité est déséquilibré. Plusieurs grands mouvements d'opposition ont réagi ce lundi dans 3 communiqués à la mise en place du comité d'organisation du dialogue républicain. Le décret présidentiel organisant ce comité a été signé le 30 juin dernier, mais les différents mouvements d'opposition questionnent la composition de ce comité. Ce qui est sûr, la position de l'opposition est unanime. Ce comité est déséquilibré. Pour Martin Ziguélé, il y a de graves manquements qui ne sont pas de nature à conduire ce rendez-vous dans la sérénité vers des résultats consensuels. Ce comité fait la part belle à la majorité présidentielle et ses différentes déclinaisons a pour sa part dénoncé Crépin Mboli Goumba. L'organisation du dialogue attendu doit être exemptée de suspicion, a ajouté le leader de patrie. Martin Ziguélé et Crépin Mboli Goumba assurent également subordonner leur participation au futur dialogue à la révision du décret pour le premier et à un consensus sur le comité d'organisation pour le second. Il s'agit d'un faux procès pour les autorités centrafricaines. Ce comité préparatoire au dialogue doit être composé de 24 membres, dont le président sera nommé directement. Opposition, confession religieuse, pouvoir public, société civile y ont un poste. Placé sous l'autorité directe du président de la République, ce comité doit lui rendre des comptes fidèlement, précise le décret.
On reste en Centrafrique où des milliers de civils sont en danger imminent à cause des violences armées à 300 km à l'est de la capitale Bangui, dans un pays en proie à de fréquents combats opposant des rebelles aux forces gouvernementales et leurs alliés. C'est ce qu'a affirmé ce mardi l'ONU. Depuis une semaine, la vie de milliers de civils est en danger imminent à cause des violences armées répétitives à Alindao, où certains groupes de la population ont été particulièrement ciblés, selon un communiqué du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, OCHA. Ces personnes qui vivent au jour le jour sont désormais coupées de leurs petites sources de revenus. La nourriture se fait de plus en plus rare. Elles vivent dans la peur et le traumatisme, poursuit le communiqué. Le 30 juin, une attaque lancée à Alindao par des rebelles de l'Unité pour la paix en Centrafrique, UPC, un des principaux groupes armés, avait fait 7 morts selon le porte-parole des casques bleus de la mission de l'ONU en Centrafrique, MINUSCA, qui n'avait pas donné plus de détails. Parmi ces 7 morts, il y a 2 civils, a affirmé OCHA. Des milliers de personnes ont été déplacées, des maisons incendiées et des biens pillés, poursuit OCHA, qui souligne que l'insécurité croissante empêche toute assistance aux personnes affectées par cette nouvelle violence. Toutes les parties au conflit doivent arrêter toute violence contre les civils, les infrastructures civiles, les acteurs humanitaires et respecter le droit international humanitaire, a affirmé Denise Brown, coordonnatrice humanitaire de OCHA pour la Centrafrique. L'ONU a estimé fin mai que près de la moitié de la population était en situation d'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie de coronavirus, mais également à cause de la situation sécuritaire. La Centrafrique, deuxième pays le plus pauvre du monde selon l'ONU, est ravagée depuis 2013 par une guerre civile qui a néanmoins considérablement baissé d'intensité depuis 2018. Des membres de la famille du premier président zambien Kenneth Kaunda, mort le 17 juin dernier à 97 ans, ont saisi ce mardi la justice. Ils contestent le lieu d'inhumation du père de l'indépendance qui doit être enterré ce mercredi. Le gouvernement a prévu qu'il soit placé dans un cimetière de Lusaka réservé au chef de l'État face au siège du gouvernement. Mais des membres de sa famille ont demandé au tribunal de la capitale zambienne d'arrêter l'inhumation officielle prévue ce mercredi pour qu'il soit enterré conformément à ses souhaits près de son épouse Betty Kaunda, morte en 2012. Une lettre jointe à la demande était signée de plusieurs de ses enfants et petits-enfants. Le gouvernement n'a pas commenté l'affaire. Surnommé le Gandhi africain, Kenneth Kaunda avait réussi à défaire l'ancienne Rhodésie du Nord de la tutelle britannique en 1964 sans effusion de sang. Il est mort paisiblement dans le début de l'après-midi du 17 juin à l'hôpital militaire de Lusaka où il avait été admis pour une pneumonie. Un hommage national lui a été rendu vendredi. J'en parlais en titre, une grenade a été détruite ce mardi après avoir été découverte, dissimulée près d'une habitation d'un quartier populaire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Des alertes à la bombe sont quotidiennes depuis 10 jours dans cette région. Nous avons retrouvé une grenade dans le quartier Malépé à Beni. C'est l'équipe de l'UNMAS, service de lutte anti-mine des Nations Unies en RDC, qui a détruit cet engin explosif, a déclaré à l'AFP Jacob Benidjo, le chargé des opérations UNMAS dans la province du Nord Kivu à l'Est. Il y a eu déjà une dizaine d'alertes aux engins explosifs et des bombes artisanales déposées dans la ville de Beni depuis le 26 juin, a-t-il ajouté. Une équipe a fait exploser cette grenade sur place parce que l'engin ne peut pas être déplacé, a indiqué à l'AFP Jano Mouindo, responsable d'une organisation locale partenaire de l'UNMAS. Le 27 juin, l'explosion d'une bombe artisanale dans une église catholique avait blessé 2 femmes. Le même jour, le porteur d'une bombe avait été tué dans l'explosion de son engin, près d'un bar et non loin d'une mosquée. Un autre engin avait explosé la veille, non loin d'une station-service, sans faire de dégâts.
Les autorités accusent le groupe armé des forces démocratiques alliées ADF à l'origine des rebelles ougandais musulmans qui ont fait souche depuis plus de 25 ans dans l'Est congolais d'être les auteurs de ces explosions dans la ville de Béni. Le mouvement ADF est accusé par l'Église catholique d'avoir massacré 6 000 civils depuis 2013. ADF est considéré aujourd'hui comme le plus meurtrier des 122 groupes armés répertoriés dans l'Est de la RDC, d'après le baromètre de sécurité de Kivu KST. Le 11 mars, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés au groupe État islamique. Pour finir cette édition, plus de 60 migrants originaires notamment d'Afrique subsaharienne ont péri en moins de 112 heures au large de la Tunisie. Ils tentaient de traverser la Méditerranée pour rallier clandestinement l'Europe à bord d'embarcations de fortune. La garde maritime tunisienne a repêché ce lundi 21 cadavres de migrants originaires d'Afrique subsaharienne. Elle a également secouru 50 autres passagers d'une embarcation partie de Sfax dans le centre-est du pays. Ces migrants, tous originaires d'Afrique subsaharienne, tentaient de rallier l'Europe, a indiqué Oussem Eddine Djebabli, porte-parole de la garde nationale. Il a aussi ajouté que leur embarcation avait fait naufrage le 4 juillet dernier. Par ailleurs, le 3 juillet dernier, 43 migrants ont disparu lorsque leur bateau, parti de Libye, a coulé au large de Zarzis, dans le sud de la Tunisie. Parmi les 127 passagers à bord de l'embarcation, 84 migrants ont été secourus et 43 ont disparu, avait indiqué samedi le Croissant Rouge tunisien. Les rescapés, âgés de 3 à 40 ans, étaient de différentes nationalités, avait précisé le ministère tunisien de la Défense dans un communiqué citant le Bangladesh, le Soudan, l'Érythrée, l'Égypte et le Tchad. Au total, depuis le 26 juin dernier, 4 embarcations parties de Sfax ont fait naufrage, 78 migrants ont été secourus et 49 cadavres repêchés après ces drames, selon le porte-parole de la garde nationale. Les départs de Tunisie vers les côtes européennes ont atteint en 2020 un pic inédit depuis 2011 et un nombre croissant de candidats à l'exil sont des étrangers, essentiellement des ressortissants de pays d'Afrique subsaharienne. Selon l'ONG Forum tunisien des droits économiques et sociaux, ils constituaient 53% des migrants arrivés de Tunisie en Italie au premier trimestre 2021. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.